Concrètement, c'est quoi l'ancrage? On nous parle d'ancrage à tout va, mais comment mesurer notre niveau d'ancrage? Comment savoir réellement quand et comment nous sommes ancrés? On parle de quel ancrage concrètement? Quand on parle de culture, on ne parle pas de rejet et de fermeture par rapport aux autres. Des pays modernes aujourd'hui, comme même les États-Unis, comme le Japon, comme l'Inde, comme la Chine, sont des pays extrêmement modernes, mais ce sont des pays aussi qui sont pleinement ancrés dans leur tradition. Donc il ne s'agit pas d'opposer, mais il faut maîtriser son identité, sa culture et tout, pour pouvoir déjà même absorber. Nous, notre problème, c'est que nous, on a tout laissé de côté, on a mis l'habit de l'autre, on est dedans. Donc maintenant, moi, je crois qu'il faut vraiment être ancré, parce que quand tu es ancré dans ta culture, dans tes traditions, tu as une confiance pour absorber. Et si tu n'as pas ça, en fait, c'est ce que les Français et d'autres proposent, c'est l'assimilation. On te demande de tout laisser à la porte et de rentrer dans un autre schéma. Les extraits partagés dans cette vidéo permettent de mieux illustrer une pensée, une idée et de susciter la réflexion du spectateur. Leur sélection repose uniquement sur leur pertinence dans ce contexte précis. Et si nous avions plusieurs sortes d'ancrage? Moi, en tant que mélanoderme, je dirais que ce qui nous concerne au premier abord serait l'ancrage identitaire, l'ancrage ancestral. Il y a ce côté-là que nous avons pour la plupart des afro-descendants comme manquement au niveau de notre ancrage ancestral, traditionnel, je veux dire. Et c'est quelque chose qui nous ronge. C'est quelque chose qui nous empêche de nous identifier réellement, de nous connaître réellement. C'est une part en nous qu'on nous a ôté. Et aujourd'hui, je vais faire une parenthèse, qu'on nous parle de réparation. Moi, je pense surtout à ça comme réparation. Notre problème identitaire. C'est notre problème concret. Ce qu'on veut, c'est se connaître. Quel est notre nom de famille réel? Avec qui on est connecté? Tous les Antillais, nous avons des noms qui nous ont été attribués arbitrairement à l'abolition de l'esclavage. À l'abolition, entre guillemets, il faut vraiment mettre des guillemets parce que cet esclavage n'a pas été vraiment aboli. Donc, sachant que nous, afro-descendants mélanodermes, nous sommes déconnectés, séparés, nous avons été déportés. Pour la plupart d'entre nous, nous avons des noms factices, des noms par procuration. Est-ce qu'on peut se définir comme ancrés? Sommes-nous ancrés, nous, qui n'avons pas notre nom ni notre prénom? Je trouve très important d'en parler parce que c'est quelque chose dont nous avons besoin au plus profond de nous pour nous reconnecter à nos racines réellement. Nous devons savoir quel est notre nom. Pourquoi les prénoms occidentaux, les prénoms qu'on porte dans nos états civils, pourquoi ils nous affaiblissent? Ils nous affaiblissent parce que ces noms nous marquent en fait comme propriété de l'Occident. Voilà, en gros, fondamentalement. J'aime utiliser cette métaphore, cette image, c'est que si on adopte un chien ce soir, la première chose qu'on fera, c'est lui donner un nom. N'est-ce pas? On nomme le chien, donc on s'approprie du chien en nommant le chien. C'est vrai. Et c'est ce qui s'est passé pour nous donc au moment de la déportation d'Afrique, l'esclavage ici. Et puis quand on met soi-disant fin à l'esclavage physique, eh bien on nous affuble de noms occidentaux qui continuent à nous marquer comme propriété de l'Occident. Et comme je dis, moi je n'ai jamais encore rencontré de Français qui donnent un nom africain à ses enfants. Donc on comprend tous bien. On comprend bien que le nom est important.
Le nom est essentiel même, pour ne pas dire indispensable. Donc chacun prend son temps, chacun va à son rythme, mais il est important de se poser les vraies questions. Est-ce qu'on est prêt à continuer à vivre dans l'illusion en fait, l'illusion de qui on est, ou est-ce qu'on décide et est-ce qu'on se détermine à être la personne qu'on est vraiment, à la laisser jaillir finalement en nous. Yeah. Et donc, ça commence par le nom. Ça commence par le nom. Ton nom te parle de toi. Ton nom te parle de ton peuple, te donne une identité et te permet de te distinguer de tout ce qui est autour, de toutes les personnes et te permet de savoir que tu es unique. C'est ça qui nous manque et c'est ça dont nous avons besoin. Notre identité généalogique est fondamentale pour nous. Le fait que des personnes ont décidé de nous déporter, de nous déshumaniser, de nous retirer nos noms, de nous déconnecter avec nos peuples, notre langue, fait de nous des personnes X, des personnes Y, des personnes inconnues, vides de sens, vides de reconnaissance, vides de spiritualité et d'humanité. Et une seule façon dont nous pouvons nous reconnecter à notre généalogie, c'est justement la réparation identitaire. Nous devons pouvoir retrouver nos noms. Nous aimerions retrouver nos noms. Mais maintenant, concrètement, est-ce que c'est possible? Une fois qu'ils ont fait toute leur propagande, une fois qu'ils ont fait tout leur business, l'esclavage est passé. Qui pense à ça? Qui pense à ça? Ça a modifié ma manière d'être. C'est-à-dire quand je vois un nom, c'est plus un élément administratif. J'essaie de mettre un visage. Vous savez, l'esclave, bien qu'on ait fait de lui un non-être, il y a des détails, des sobriquets qu'on trouve qui me poussent à découvrir les descendants de cette personne. Et j'ai fait ce travail à partir pour beaucoup de familles, j'ai fait ce travail-là. C'est surtout grâce à ce monsieur qu'on a pu regrouper ces 6000 noms de famille dans la base constituant les arbres généalogiques. Et ça, aucun argent au monde ne pourra nous le rendre. Parce que notre arbre généalogique, c'est ce qui fait de nous des personnes, à mon avis, d'ancrées au niveau ancestral. Parce qu'on l'a devant les yeux. Et on peut voir d'où nous sortons depuis des générations. Alors, l'aspect nominatif est très important. Et nous ne devons pas oublier l'aspect linguistique qui, à mon avis, l'est tout autant. Mais alors, qu'est-ce que cette langue que beaucoup appellent le créole peut révéler sur notre identité? Alors, je vais dire très simplement que notre langue ne peut pas être appelée créole parce que, justement, elle ne provient pas des créoles qui sont les descendants d'Européens qui se sont installés dans les anciennes possessions françaises d'exploitation sucrière. Je n'aurais, comme nous sommes placés sur le plan strictement scientifique, je n'aurais aucun problème à appeler cette langue créole si c'était le cas, si la langue nous était venue des Européens. Mais en analysant cette langue, on s'aperçoit que la syntaxe est africaine, que le vocabulaire majoritairement est africain, mais surtout la pensée symbolique est africaine. Or, ce qui détermine l'origine réelle d'une langue, c'est la vision que ce peuple, la vision du monde que ce peuple a, ce que d'autres appellent la sémantaxe. C'est la vision qu'un peuple se fait de son environnement, de sa société, de son économie, qui conditionne la création de ses expressions, de son vocabulaire. Or, si vous avez vécu dans un pays qui a 4 saisons, vous avez une vision du monde qui est différente de celui qui a un calendrier à 2 saisons. La notion de pénurie en hiver
n'est pas une notion qui est intégrée par les Africains. Or, ici, nous vivons dans un pays qui, comme nos ancêtres, a 2 saisons. Les concepts sont les mêmes. Le nom des animaux sont souvent rattachés à des animaux qui habitent l'Afrique. Et puis aussi, les concepts même idéologiques. La langue s'appelle le Chicam. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on reparle cette langue. Donc, on y ajoute le préfixe wu, qui est le préfixe de la répétition. Donc, wu, Chicam. Bon. Si on se réfère aux travaux du professeur Mubabinge Bilolo, il fait état que la bonne vocalisation, en tout cas du point de vue des Baluba, du mot Kemet, c'est Chikam, Chikama. Et il dit que ce peuple-là, c'était les Chikam ou les Bakam. Et aussi, il atteste que la langue, c'est le Chikam. Mais en analysant, en faisant une analyse comparée de la grammaire de l'égyptien ancien et de la grammaire de notre langue, je m'aperçois en fait qu'il y a des affinités remarquables qui sont indéniables. Et donc, j'ai pris conscience que ce que nous faisions, c'est de parler cette ancienne langue, mais sous une forme moderne, puisque désormais, nous y intégrons un lexique d'origine européenne et majoritairement français. Le déplacement du corps aussi est un indice de bonne santé, puisque quand on dit « kao fait », eh bien, ce verbe-là, ce n'est pas le verbe « faire » en français, le verbe « faire », F-A-I-R-E, c'est un verbe ancien qu'on retrouve déjà aussi en wolof, qui est le verbe « faire ». Et faire, c'est aller, c'est venir. Donc, quand on dit « kao fait », c'est comment va ton corps, comment il évolue dans l'espace. Vous voyez, ce sont ces notions qu'on retrouve. Et ce fait connaît plusieurs mutations phonétiques dans notre langue. Par exemple, en Guyane, on dira komotofika. Voilà, vous voyez, la terminaison de l'égyptien ancien existe. En Haïti, on dira m'fek river, je viens de venir. Vous voyez, m'fek river. Et chez nous, on va dire kao fait, mais on dira aussi foucan, qui veut dire partir, déguerpi. Vous voyez? Donc, ces concepts-là, on peut les relier. Et il y a plusieurs registres comme ça. En Haïti, par exemple, on ne connaît pas le mot poil, on dit plume. Or, en égyptien ancien, c'est le même mot pour dire plume et c'est le même mot pour dire les cheveux, pour dire le poil. Voilà, c'est ça. Et dans le processus d'appropriation du lexique français, nos ancêtres ont gardé cette pensée symbolique. Ils ont simplement remplacé le mot de la langue africaine par le mot français. Donc, dans le registre du chagrin d'amour, en Martinique, par exemple, on dira un gros poil. Mais pourquoi le poil se retrouve à désigner le chagrin d'amour? Parce que dans les langues africaines, le mot pour désigner le poil, et ça se vérifie d'abord en égyptien ancien, le mot pour désigner le poil, c'est le mot pour dire pleurer, gémir, se lamenter, et c'est le mot aussi pour désigner la veuve éplorée, donc celle qui pleure la perte d'un être cher. Et cette veuve, en l'occurrence, c'est Isis, dont on dit que les larmes, suite au décès de son époux Osiris, les larmes furent tellement abondantes qu'elles déclenchèrent les crues du Nil. Et chez nous, l'idée de l'inondation, la saison de l'inondation, est associée au gros chagrin, parce qu'on va dire pleurer gros de l'eau. C'est pas simplement le fait de pleurer à chaudes larmes, c'est vraiment l'inondation, c'est vraiment le torrent. Moi, j'ai trouvé en créole, c'est un blanc colon qui a quitté l'Europe pour venir exploiter en d'autres terres. Et donc, définition là, ça peut-être correspondre moins à l'identité, moins généralement guadeloupéen nègre. Et donc, on t'a cherché qui genre pour nous t'écrire langue en nous s'il n'y a pas moula ça. Et ça fait tomber si wani wana, c'est un mot qui traçable, que moun t'a servi depuis un temps à ancêtre en nous et qui existait toujours qu'on est là dans certains points qui sont en nous, qu'on a dans la musique et certains mots marqués aussi. Et certains mots quasi guadeloupéens, d'autres aussi mais c'est donc qui puisse mettre nous en valeur qui créole là qui rattaché directement à Bekele. Moula ça wani wana et démarche là décatement il y en a aussi à si gens nous qui valoriser langue en nous. Pas d'avoir en fonction à qui référence nous peut ba langue nous plus ou moins valeur. Les références là c'est français.
nous avons tendance à sous-estimer la langue nous. Considérer la langue nous, c'est en vieux français que nous ne pas réussi à parler bel français, alors si vous mettez français là, ça pour te faire en sorte de biter pour débrouiller aussi. Mais à part ça, la langue nous, il y a en richesse, et il y a en origine, qui veut dire, il y a vocabulaire français dedans, ça c'est vrai, mais là nous parler de quand il fait en langue, à part qui vocabulaire. Il y a des gens là, délicatement, ces mots là pour faire une phrase, et ça y a créé la grammaire et d'autres règles encore, et plus techniques, mais qui a fait que la langue nous, il y a en souche, il y a en lien, il y en a en grande famille à langue, qui a créé les langues bantou. Quand a dans les langues bantou, il y a certaines règles. Par exemple, nous qui passons au PICEP, ces sons-là, déjà. Le cas, écoutez, Jean langue la sonné, nous pas dire ni U, ni E. Nous avons toujours changé son là, si nous son en français qui ni U à dans, nous qui baillons d'autres sonorités, nous qui baillons I plutôt. Donc tout ça, c'est des codes que d'avoir des langues bantou et moun qui inventent les langues, nous t'es capable parler. Et le mot phrasier, et ben, ça y a créé là pour itérer chouquer dans ces codes-là. Ça. Même Jean, à part qui si ces sons-là, si Jean et ces mots-là qu'il y a dans la phrase, par exemple, en français, ou qui dit ma maison, mais en langue nous qui dit case en moins, ou qui met possessif là derrière nous là. Ça, c'est bité qui existe aussi en Kikongo, par exemple, qui dit nzo ame. Donc, nzo, c'est case là, et ame, c'est qu'on l'a quasi en moins. Donc, décattement à phrase là, il était même genre là. Et ça peut aller plus loin qui ça une idée, par exemple, l'occasion, la pluie là qui a tombé, bon tombé, genre l'occasion tombé des fois là pour appuyer force la pluie là qui a tombé. C'est bité aussi qui sortit dans l'héritage bantou, qui Congo toujours qui dit Mvula et Kanoka, Mvula Noka. Mais après, il y a qui Congo, ça c'est exemple à connaître puisque c'est l'anglais ça a étudié. Mais n'importe qui langue bantou qui apprend, il y a ces décattements là ça. Il a fait des langues ben justement en langue bantou. Comment peut-on savoir si nous sommes ancrés, réellement ancrés, concrètement ancrés? Comment peut-on savoir ça? Alors ton ancrage géographique, est-ce ton lieu de naissance ou l'endroit où tu as choisi de vivre? Je dis l'immigrant, c'est la dynamique de quitter chez soi pour venir s'installer ailleurs. Mais une fois qu'on est arrivé, devions-nous rester immigrants ou devons-nous évoluer à quelque chose d'autre? Alors là, moi, je me dis, on doit quitter sa peau d'immigrant et être allogène. Allogène, c'est cette personne qui est arrivée d'ailleurs, qui est minoritaire, mais qui porte sa culture et qui n'est pas acculturée dans son interaction avec l'autre. Et à ce moment-là, vous apportez également vos connaissances, vos habitudes, vos cultures, votre culture, et vous interagissez avec l'autre. La position qui me rend un peu inconfortable quand on parle de l'immigrant, et surtout quand tu parles de son traumatisme qu'il a vécu jusqu'ici. Mais il faut qu'il commence d'abord par apprécier que le fait d'être parti de chez lui pour aller conquérir l'ailleurs est déjà un statut. Il est un conquérant. Il faut qu'il visualise ça positivement pour dire qu'il est un concurrent parce qu'il a bravé les obstacles. Mais quand il arrive ici et qu'au lieu d'apprécier ce côté héroïque de sa démarche, il continue à rester dans le piège de son état à l'arrivée, c'est-à-dire il continue à subir le regard de l'autre. Encore une fois, qu'est-ce qu'on veut être quand on est là? Moi, je dis que si tu veux posséder une identité globalisée, alors il faut que tu sois allogène. Ou alors, tu restes immigrant. Et moi, je dis l'immigrant devrait s'arrêter à la dynamique du voyage jusque là où il est. Et une fois qu'on arrive, on doit bâtir l'identité allogène. C'est-à-dire, tu donnes à ton enfant le maximum d'outils culturels pour que quand il va à la rencontre de l'autre, il apporte aussi quelque chose. Mais s'il y va en tant qu'immigrant, qu'on va mettre dans beaucoup d'autres boîtes racisées, le ceci, on va trouver d'autres vocabulaires, il va se retrouver toujours dans une situation d'infériorité.
Alors, nous Caribéens, afro-descendants, dans les Caraïbes, hein, là où nous sommes, là où nous habitons à l'heure actuelle, avons-nous une culture où nous nous persuadons d'en avoir une? Est-ce que les quelques événements qu'on nous propose, qu'on a choisis pour nous, que les colons nous ont imposés chaque année, que nous vivons ou que nous faisons par habitude, font partie de notre culture ou que nous avons intégré comme une culture? Mais réellement, est-ce notre culture? Une idée que vous avez évoquée précédemment, qui est celle de considérer que notre histoire commence avec l'esclavage. Je pense qu'il est important d'insister là-dessus, que les Antillais d'ailleurs, quand on leur dit qu'ils ont des origines africaines, ils ont du mal à l'accepter parce qu'ils se sont construits dans un environnement qui est absolument idéologisé et qui leur a fait, comme on dit en créole, perdre la trace de leur, justement, de ce qui s'est passé avant l'esclavage. Et du coup, quand on ne se définit qu'à travers une condition qui est la pire quand même que l'humanité ait pu inventer, c'est-à-dire la condition d'esclave, eh bien effectivement on n'a aucune porte de sortie. J'allais dire même pour s'aérer et se dire bon, c'est un malheur que j'ai rencontré ou qui m'a frappé dans mon parcours. Mais là, je me définis comme étant à l'origine même de toute mon existence. Il y a cette condition-là et je n'ai ni devant ni derrière. Je suis dans une condition et j'évolue avec l'idée que je ne suis rien. Et du coup, tout ce que l'autre qui m'a dominé, qui a travaillé, qui a œuvré, pour que j'oublie justement ces racines et qui continue à le faire en me définissant à travers des termes qui n'ont rien d'identitaire, eh bien, quand je dis que je suis un créole, je peux être un koui, je peux être une poule, je peux être un chien. Je ne suis rien. Mais c'est absolument cela. Ouais. Quand je dis je suis un kémite ou un afrodescendant, je me situe dans une lignée, dans une généalogie. Je me situe. Quand je dis que je suis créole, je suis dans un rien, dans un néant, que ceux qui sont les premiers empressés à m'emmener dans ce néant n'ont pas pris pour eux, parce qu'ils savent, ils ont des généalogies justement. Ouais. Oui. Donc le plafond de verre de l'esclavage, il faut le briser, il faut sortir, essayer de lever, de sortir justement de cet étouffement et de ce cloisonnement, de cet emprisonnement pour essayer de se projeter déjà d'aller visiter son passé pour pouvoir se projeter dans l'avenir. Donc en gros, l'ancrage spirituel, c'est une connexion palpable entre l'ancrage identitaire et l'ancrage ancestral, l'ancrage culturel. Est-ce que réellement nous sommes ancrés? Si il nous manque l'un de ces préceptes. L'Occident y arrive, il a fallu exterminer les initiés. Parce qu'il y a eu une résistance. Beaucoup d'Africains ne savent pas qu'il y a eu beaucoup de résistance, beaucoup de morts. Donc du coup, la rupture s'est posée. Mais il ne s'agit pas simplement d'extermination. Ils ont possédé tous les sanctuaires africains. Ils y ont posé leur propre croix et leur propre signe symbolique. Si vous allez en Guadeloupe, Martinique, etc., il n'existe pas un seul sanctuaire des esclaves où il n'y a pas de croix. Donc la méthode a été simple. On vient, on trouve leur sanctuaire, on y met nos propres symboles et comme ça, on leur fait oublier tout ce qu'ils ont été eux-mêmes. Et du coup, les descendants n'ont même plus conscience que ce qui s'est fait, c'est que ce n'est pas par adhésion que nos ancêtres ont participé, mais par violence. Donc l'Africain d'aujourd'hui n'a même pas le sentiment que c'est des religions qui ont été violentes.
l'Africain d'aujourd'hui a le sentiment que c'est une bénédiction divine d'avoir reçu des colonisateurs une religion dite universelle dont la portée nous mène vers un paradis hypothétique où personne n'a été. Alors pour vous, lequel des deux est le plus ancré? Un escroc qui accumule de la richesse ou une personne honnête mais dans une situation plus précaire? Lorsqu'on parle d'ancrage financier, on comprend que c'est avoir une situation stable, une situation économique correcte. Mais est-ce réellement indispensable aujourd'hui d'être ancré financièrement dans la société? On dira oui, je pense. On va tous être d'accord pour dire oui. On fait comprendre aux gens aujourd'hui que tu es un homme de valeur, que lorsque tu as, tu es parce que tu as. Si tu n'as pas, tu n'es pas. Donc, on ne peut pas te respecter. Et on n'achète pas tout avec l'argent. On achète une maison, on n'achète pas un foyer. On achète des médicaments, on n'achète pas la santé. On achète des plaisirs, on n'achète pas le bonheur. Quelqu'un qui n'est pas ancré financièrement, par exemple, les personnes qui vivent dans les villages ou ceux qui sont éloignés de la civilisation, de la société, dans le système capitaliste occidental, sont à plaindre. Sachant que le côté financier, le système économique est relié à l'Occident, au capitalisme. Et donc, c'est important pour ceux qui vivent dans cette société. Mais pour autant, avons-nous réellement besoin, ou plutôt, est-il vraiment important d'être ancré financièrement? On sait qu'il y a les gens qui vivent sans argent. Moi, j'étais chez les Baka il y a 2 semaines. Je suis allé en forêt, ils n'avaient pas d'argent, mais ils mangeaient la viande, ils mangeaient le poisson, il y avait les tubercules, il y avait les fruits. Et ils étaient en très bonne santé. En très bonne santé. Ah oui, effectivement. Donc les gens qu'on dit qu'ils ne peuvent pas vivre sans argent, et ils mangent bio, s'il vous plaît. Ils ne mangent pas le poison que nous on mange en ville. Ils respirent de l'air fraîche. Et ils boivent de l'eau potable. Frais, et ils boivent de l'eau potable, issue des roches, soit de l'eau des lianes. Donc il fait beau vivre en forêt. Donc dire qu'on ne peut pas vivre sans argent, moi j'ai dit, il fait même mieux vivre sans argent. Est-ce que l'ancrage peut se mesurer par rapport à la situation financière? Alors, lorsqu'on parle d'ancrage, on entend souvent, surtout lors de méditation, de groupes spirituels, n'est-ce pas, de nous ancrer à la terre. Mais lorsque nous sommes dans une situation précaire, lorsque nous ne sommes pas connectés à notre identité première ancestrale, lorsque traditionnellement, culturellement, nous ne sommes pas ancrés, est-ce que ça nous permet de nous ancrer réellement? Et comment savoir si concrètement nous sommes ancrés? Donc, à partir du moment où on n'arrive pas à matérialiser dans sa vie, je dirais un ou plusieurs domaines, c'est-à-dire le domaine matériel, financier, avoir son logis, sa vie affective, amoureuse, peut-être sa vie familiale, si on veut eh bien, c'est qu'il y a un problème, je dirais, d'ancrage. Mais un ancrage, pas éthérique comme j'ai dit, mais un ancrage mental. On rencontre beaucoup cette difficulté d'ancrage émotionnel et mental dans les personnes qui ont une difficulté d'incarnation. C'est-à-dire très tôt, l'incarnation sur Terre, ça ne leur parle pas forcément. Et donc, qu'est-ce qu'elles vont avoir tendance à faire? Elles vont avoir tendance à chercher, je dirais, un monde un peu sublimé. Ce monde sublimé, on peut le trouver dans certains mouvements, je dirais, de spiritualité. Et donc, on va partir dans, effectivement,
dans des méditations, on va partir dans une spiritualité éthérée qui ne nous fait pas développer notre ancrage mental. Ça peut nous faire développer notre ancrage énergétique parce qu'on fait des techniques effectivement de connexion à la Terre, mais on ne va pas venir incarner tous ces rôles. Quand on parle d'incarnation, de quoi s'agit-il réellement? Est-ce que c'est s'incarner sur Terre en considérant que nous avons eu des vies antérieures? Ou alors, c'est trouver sa place dans notre monde actuel? Mais alors, comment pouvons-nous nous incarner correctement dans un monde plein d'oppression et de répression? L'ancrage devrait se définir comme la guérison ou la reconnexion entre nous et nous-mêmes. C'est être fondamentalement connecté avec ce que nous sommes et de ramener ce que nous sommes à l'extérieur de nous. Il ne faut pas aller plus vite que la musique. Petit à petit, des choses avancent. Pour moi, pour vous, pour nous. Nous devons prendre notre temps et ne pas chercher à aller trop vite. Et c'est comme ça que je pense qu'on finira par être de plus en plus ancré. On ne sera peut-être pas pour tout le monde totalement ancré, complètement ancré, mais on aura quand même une base, quand même des aspects d'ancrage de nos vies. Ces parcelles d'ancrage qui pourront nous permettre de nous reconnecter à nous-mêmes, de nous reconnecter à nos traditions, de nous réconcilier avec notre identité. Un peuple qui ne connaît pas son histoire, ses origines et sa culture est comme un arbre sans racines. Merci à vous de nous soutenir. Continuez à vous abonner, à liker, à partager un maximum. J'attends vos commentaires. Alors, c'est tout pour moi. Faites rayonner la vérité et la justice chez vous. L'amour. Ciao.